j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon bilan du mois d'avril. Alors ce mois d'avril a été un petit peu particulier parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire en fait et du coup peu de temps pour lire. Mes soirées ont été beaucoup prises parce qu'en fait je lis énormément le soir et là mes soirées ont été pas mal occupées, j'ai été pas mal avec des amis, ce genre de choses, ce qui fait que j'ai pas beaucoup lu de livres papier. J'en ai lu 4 ce mois-ci, dont un que j'avais déjà commencé depuis longtemps. Mais par contre, j'ai beaucoup lu en lecture audio. Donc je vais vous présenter 4 lectures papier, 5 livres audio que j'ai écoutés et un abandon. Alors, je vais faire dans l'ordre chronologique. Donc je vais commencer par un livre audio. J'ai écouté Votre temps est infini de Fabien Olicard, qui est un livre donc de non-fiction où il nous explique comment il fait pour gagner du temps, voilà, pour ne pas perdre de temps et pour être le plus efficace possible. Et il nous donne toutes ces petites règles, tous ces petits conseils qu'il a pu développer en fait au fur et à mesure de sa vie. Alors déjà, cette lecture audio, elle dure, il me semble, quelque chose comme 7-8 heures, elle est vraiment pas très longue, ce qui fait que ça passe plutôt bien. C'est lui qui le lit, parce que moi je l'ai écouté sur Next Story, c'est lui qui le lit et donc ça c'est assez sympa. Par contre, en lecture audio, c'est vrai que c'est pas évident quand on fait autre chose, puisqu'il y a des moments où il nous demande d'être assez interactif, hein, de prendre des notes ou alors de faire des calculs, ce genre de choses. Moi, j'écoute énormément en conduisant, ce qui fait qu'il y a plein de petits exercices comme ça qu'il nous donnait que je pouvais pas faire, parce qu'en plus après j'arrivais au boulot, donc je pouvais pas faire ces petits exercices-là. Il y a eu pas mal en fait de petits conseils que je vais pouvoir appliquer au quotidien et que j'ai déjà commencé un petit peu à appliquer, mais par contre il a une rigueur, Fabien Licard, enfin faut suivre hein, quand même, hein, c'est pas facile. Enfin je trouve personnellement qu'il se prive quand même de beaucoup de choses. Je trouve qu'il se prive énormément de spontanéité dans sa vie. Tout est vraiment très réglé, tout est très, très efficace, hein, ça y a aucun problème là-dessus, c'est vrai. Mais du coup, moi ça me conviendrait sur un court terme. Je pense que sur une petite période, je pourrais tenir ce rythme parce que c'est pareil, j'aime bien être quand même très cadrée. Mais alors par contre, sur le long terme, c'est pas possible hein, parce que je pense que ce serait insoutenable pour moi. C'est un petit peu trop quoi. Alors il y a des conseils, comme je vous dis, que je trouve vraiment très bénéfiques. Et il y en a d'autres que je trouve un petit peu trop poussés. Et puis je trouve que beaucoup de ces conseils s'appliquent à des entrepreneurs en fait. C'est très ciblé sur une vie d'un patron et très peu sur la vie de monsieur et madame tout le monde. Parce qu'il y a plein de moments où il dit qu'il gère ses horaires lui-même, donc il choisit à quelle période faire ceci, à quelle période faire cela. Sauf que si on est dans un boulot qui est réglé, donc on travaille de 8h à 18h, on peut pas en fait faire ce genre de choses. Pareil, il y a des moments où il dit que la clé c'est de déléguer. Sauf que si ce qui nous prend du temps c'est notre boulot, on peut pas le déléguer. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a pas mal de petits conseils comme ça qui sont intéressants mais qui ne s'appliquent pas à tout le monde, qui ne s'appliquent pas à toute vie professionnelle. Il disait aussi également de varier ses activités, de varier ses contenus, ce genre de choses. Sauf que ça, c'est pareil, hein. Selon notre métier, on ne peut pas forcément varier ce qu'on va faire dans notre métier. Enfin si on est vendeur dans n'importe quel magasin, on peut pas varier en fait ce qu'on va faire dans une journée pour être un petit peu plus libéré, parce que c'était ça aussi l'idée, c'était de varier ses activités pour ne pas se lasser et pour être toujours plus efficace dans son activité, sauf que voilà, ça ne s'applique pas à tout le monde en fait. C'est juste ça les petites critiques que je pourrais dire, c'est que c'est pas indiqué concrètement que c'est quand même un livre qui va être applicable si on a un métier où on est patron, ou alors si on peut totalement gérer nos horaires. Là, oui, il y a plein de conseils qu'on peut prendre en compte, mais sinon, sur la vie professionnelle, c'est très peu applicable à monsieur et madame tout le monde, je trouve. Mais voilà, autrement, j'ai quand même appris pas mal de choses, c'était vraiment très sympa. Après, c'est très dense, hein, c'est-à-dire quand je commence un livre audio, je vais pas en écouter un autre en parallèle, contrairement à des livres, ça peut m'arriver de lire plusieurs livres en même temps. Par contre, les livres audio, c'est vrai que je commence un livre audio, je vais pas en écouter un autre, je l'écoute, j'écoute que celui-là, en fait, jusqu'à ce que je l'ai terminé. Et là, il y a énormément d'informations, c'était quand même très dense, donc peut-être un petit peu lourd en informations, et donc j'ai pas non plus imprimé tous ces conseils, imprimé tout bien à la perfection, parce que comme il le dit, pour prendre une habitude, il faut qu'on le fasse assez fréquemment. Donc si jamais je voulais vraiment mettre en place beaucoup de ces conseils, il aurait fallu que je les écrive, que je les prenne en note, et que je sois un peu plus assidue. Je pense que ce livre est quand même beaucoup mieux à lire sur du papier qu'à écouter, même si c'est une écoute très plaisante. Voilà, si vous voulez le faire de manière assidue, je vous conseille quand même le livre papier. Pour le prochain livre, c'est en format papier. J'ai commencé la saga Off Campus, alors... cette couverture, mais
Quelle horreur, vraiment. Alors maintenant ils les ont réédités, il me semble qu'ils ont une couverture qui est, ma foi, beaucoup plus sympathique. Parce que là, vraiment, ça c'est pas possible, hein, vraiment, c'est une horreur. Alors, on me l'avait conseillé, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. J'avoue que de premier abord, j'aurais juste vu la couverture, je l'aurais jamais acheté. Mais voilà, un peu old school quoi, on va dire. C'est la saga Off Campus de Elle Kennedy. Donc là, c'est le tome 1, The Deal, de Hugo Poche. Je pense que comme vous pouvez un petit peu le voir, c'est de la romance. Hein. Donc c'est une saga de romance qui se situe dans un campus, notamment porté sur le hockey et sur pas mal d'autres activités. Enfin, ça change pas mal. Là, notamment, on y suit Anna qui, elle, fait des cours de chant. Et Gareth, lui, qui est la vedette, le capitaine d'une équipe de hockey du campus. Donc nous suivons Anna qui a été violée et qui décide de s'éloigner en fait de sa ville natale en suivant un cursus musical dans ce campus. Et elle a beaucoup de mal à repartir sur une relation amoureuse, ça l'a quand même pas mal impacté. Mais elle est très attirée par le quarterback de l'équipe de foot. Sauf que il est un petit peu inatteignable pour elle. Donc elle va de fil en aiguille en fait passer un accord avec Gareth qui est le capitaine de l'équipe de hockey de ce campus. Et son accord c'est, elle va l'aider à passer ses examens puisqu'il a échoué à un examen important qui pourrait l'empêcher en fait de jouer dans son équipe de hockey. Ils doivent avoir de bons résultats pour pouvoir jouer dans l'équipe. Et donc elle va l'aider elle à passer cet examen. Et en échange, lui, il va la rendre désirable en faisant semblant de sortir avec elle. Donc c'est une trope fake dating. Et vous vous doutez bien, voilà, au final ils vont tomber amoureux, etc. Donc on est sur un roman qui est quand même assez cliché, mais mine de rien, je trouve qu'il est quand même plutôt bien amené, c'est quand même assez sympathique. Ça se lit vraiment très très bien. Par contre, je trouve qu'il y a certains moments où c'est peut-être un peu cru. Je trouve que la manière d'écrire, elle est assez incisive quoi. C'est-à-dire que elle va pas par quatre chemins, l'autrice, notamment quand au tout début on nous dit qu'elle a été violée. Ça n'est pas dit en fait d'une manière subtile ou ça n'est pas sous-entendu, c'est vraiment exprimé de but en blanc comme ça dès le début. C'est vrai que j'ai trouvé que la manière d'écrire à ce niveau-là, c'était un petit peu violent parfois. Alors après, pareil, on est avec un protagoniste masculin qui est quand même, ma foi, très coureur de jupons. J'avoue que ça, j'ai un petit peu du mal au tout début, mais ça a été quand même, il devient quand même, mine de rien, assez mignon au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu peur parce qu'on est vraiment sur un bon coureur de jupons, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est vrai que l'histoire est assez sympa, les scènes de se mettre sont un petit peu crues je trouve personnellement, et je crois qu'il y en a quand même quelques-unes, donc je pense pas que ça puisse convenir à tout le monde, mais voilà, c'est une romance, c'est sympathique. Voilà. Ensuite, j'ai écouté Happy Place de Émilie Henry aux éditions Hauteville. Alors, ce livre, je l'ai lu parce que j'ai jamais lu en fait de livre d'Émilie Henry. Donc, je me suis dit pourquoi pas, on va tester. Et donc, comme c'était sur mon application de livre audio, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai choisi Happy Place. Je ne sais pas si c'est le choix le plus judicieux au début, mais j'ai pas trouvé ça transcendant, j'avoue. Désolée pour ceux qui adorent Émilie Henry. Mais voilà, ça m'a pas donné un souvenir immuable. J'ai du mal à me souvenir de tout ce qui s'y passait. Ça m'a pas transcendé. Il y a des moments où quand j'écoute un livre audio et que je rentre à la maison, j'ai vraiment envie de le continuer. J'ai du mal à le lâcher. J'ai envie de finir au moins le chapitre ou ce genre de choses, même si je suis arrivée et que je suis sortie de ma voiture. Et là, pour le coup, pas tellement. Je l'ai écouté pas mal en faisant le ménage aussi, et je trouve qu'il était pas très évident à lire en même temps que faire autre chose, parce que contrairement à d'autres romans où, pas se mentir, ça c'est un peu redondant, on explique souvent les mêmes choses, enfin c'est pas compliqué à suivre. Là il y a eu des moments où on loupait une petite phrase, on était un petit peu perdu sur le contexte, sur ce qui se passait, etc. C'est vrai que voilà, j'ai trouvé que la lecture n'était pas la plus facile possible, même si ça se lit quand même très bien, enfin ça s'écoute très bien, je dis pas le contraire, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des petits moments où j'étais un peu perdue parce que je faisais autre chose en même temps, hein. C'est un peu de ma faute, mais voilà. Dans ce livre, nous suivons... Comment elle s'appelle? J'ai complètement oublié son prénom par contre. Donc on y suit un trio de copines dont Harriet, qui sont amies depuis très longtemps et se retrouvent chaque année dans la maison de vacances de l'une d'entre elles. Et chacune a son couple, et notamment Harriet, elle a le couple qui a duré le plus longtemps avec Win. C'est celle, on va dire, c'est le couple de base et le couple parfait. Sauf que, bah, il y a eu un moment où ils se sont séparés à cause de la distance, à cause de la vie, etc. Ils doivent quand même un petit peu s'arranger pour
pouvoir voir leurs amis, puisque ça reste les amis de chacun, vu que ça faisait presque 10 ans qu'ils étaient ensemble. Ils se retrouvent quand même dans cette maison de vacances, mais ils s'étaient mis d'accord sur une garde alternée. L'un va la première semaine, l'autre va la deuxième semaine. Sauf que quand elle arrive pour passer sa semaine justement avec ses amis, qui elle voit? Win qui est là et qui fait semblant en fait qu'ils sont encore ensemble. Donc elle comprend pas au début et en fait elle apprend qu'il fait ça. Enfin pour plusieurs raisons, mais la première c'est que l'une de ses meilleures amies va au final se marier et que c'est la dernière année où ils pourront passer les vacances dans cette maison puisque le père de l'une des copines a décidé de vendre la maison. Donc on se retrouve dans cette situation où cette fois-ci, c'est vrai que ça change et c'est assez intéressant, on est avec des gens qui se connaissent. On est avec des gens qui ont déjà appris à se connaître, qui ont déjà eu une histoire et c'est vrai que ça change un petit peu par rapport aux autres romances. Généralement ils se rencontrent ou alors ils se détestent déjà ou alors ils se connaissent mais ils n'ont pas plus d'affinité que ça ou alors ils sont amis. Mais rarement on a déjà eu une relation ensemble et là on est sur un petit peu le second souffle quoi si on veut. Et c'est vrai que ça c'était assez intéressant même si c'était plutôt bien exploité quand même, mais je trouve, enfin je sais pas. Au final les personnages m'ont pas plus marqué que ça. Je trouve que les personnages m'ont pas marqué. J'étais pas autant impliquée dans leur histoire que je peux l'être en règle générale quand je lis de la romance. Là, ça m'a un peu laissée sans avis, en fait. J'étais un petit peu, voilà, spectatrice, là, mais j'étais pas impliquée, en fait, dans leur histoire. Donc c'était un petit peu dommage. Même si, voilà, c'était quand même assez sympa, mais il m'a manqué le petit truc, en fait. Il me manque le petit truc. C'était une bonne lecture, mais il m'a manqué le petit truc qui fait que je vais me souvenir de tout, je vais me souvenir des passages, etc. Là, j'en ai un souvenir qui est vraiment, on dirait que je l'ai lu il y a 6 mois, quoi. Il m'a pas marqué du tout. Alors, comme je vous ai dit, j'avais très peu de temps pour lire et pour me remettre un peu à lire, je me suis dit, allez, les romances, c'est sympa. Donc c'est pour ça, là, il y a beaucoup de romances, hein, je suis désolée. En plus, il y avait Beau Soleil, et c'est vrai que quand il fait beau, j'aime bien me lancer dans une petite romance, enfin, voilà, c'est un petit peu mon truc. Donc, bah, j'ai continué. Toujours avec une super couverture. Le tome 2, donc de Off Campus, toujours de L. Kennedy, toujours aux éditions Hugo Poche, et donc là on est sur The Mistake. Dedans, nous y suivons les amis. Enfin, les filles se connaissent pas, mais par contre c'est les deux garçons sont amis. Donc là on y suit encore une star de l'équipe de hockey, on y suit John Logan. Alors lui c'était quoi son problème? Mais c'était quoi le problème? C'était quoi l'histoire là-dedans? Ah oui, alors celui-là, là pour le coup, autant le premier, je trouvais le couple assez mignon. Je trouvais que c'était un peu cru, que les mots utilisés étaient un peu crus justement. Je trouvais que c'était il y avait un peu trop de spots déjà pour moi. Alors celui-là, il y en a définitivement trop pour moi. Parce que tout tourne autour du sexe. C'est terrible. C'est-à-dire que elle rencontre... alors c'est vraiment par erreur en fait, elle rencontre Logan parce qu'il s'est trompé de chambre universitaire, il a toqué à la mauvaise porte et donc il a toqué à sa porte à elle. Elle qui est arrivée cette année au campus, donc elle est en première année, eux je crois ils sont en troisième année, et elle est vierge. Dès le début on nous le dit, elle est vierge. Ok, pas de problème hein. Et en fait, donc lui, il arrive à sa porte, et alors lui, là, pour le coup, c'est vraiment un queutard de chez queutard, hein. Faut le dire, lui, il enchaîne les meufs comme on mange du popcorn devant un film au cinéma. Il a une vision des femmes... au début, j'ai un petit peu levé les yeux au ciel, hein, parce que je trouvais que, voilà, au niveau de l'écriture, c'était assez maladroit à ce niveau-là. Même si, bon, ça parle un petit peu de consentement, ça parle de ce genre de choses, mais il y a des petits trucs qui m'ont fait tiquer quand même, mine de rien. Il se retrouve à frapper à sa porte de sa chambre universitaire par erreur, et voilà, il décide de regarder un film d'action. Et donc, comme ça, ils vont se rapprocher. Et ben, au final, une chose en emmenant une autre, ils finissent par... Ils font des petits préliminaires, quoi. Et en fait, elle a pas d'orgasme. Tout tourne autour de ça, en fait, c'est juste ça. Parce que du coup, il le prend ultra mal. Et donc, il se dit, ah non, ma cocotte, tu vas en avoir avec moi. C'est un petit peu ça. Et donc, c'est son cheval de guerre, il veut absolument lui donner des orgasmes. On en est là. Voilà, c'est ça l'histoire. Enfin, elle va en parler à ses copines de ce qui s'est passé. Et ses copines sont pas vraiment ses copines à la base, puisque elles vont douter de ce qu'elle dit, elles vont pas la croire, et elles vont lancer une rumeur disant qu'en fait elle déraille complètement et que ça s'est jamais passé et qu'elle l'invente. Donc lui va montrer en fait des gestes d'affection pour elle, pour prouver aux autres qu'en fait ils disent n'importe quoi et que ça s'est bien passé. Je me rends compte en fait en disant le speech, c'est un petit peu creux quand même hein, cette histoire, ou alors il me manque des détails, j'ai oublié des choses importantes, je ne sais plus.
Mais en tout cas, c'est un petit peu creux, parce que j'ai trouvé que voilà, ce tome, mais il tourne autour du smut, mais à gogo, il se passe que ça, c'est assez dingue. Hein. Le couple est moins mignon, ils sont moins attachants, là c'est vraiment... c'est tout. Et c'est... Voilà, c'est un peu lassant je trouve, je l'ai moins aimé que le premier. Par contre, c'est vrai que ça j'ai apprécié, c'est que là, on prend plus notre temps. Là, il se passe beaucoup plus de temps entre le moment où ils se rencontrent et le moment où ils tombent amoureux. C'est beaucoup plus réaliste, même si je trouve que les personnages ne me paraissent pas très réalistes. Elle a une mentalité pour quelqu'un de vierge que je trouve assez particulière. Enfin, je veux dire, elle est vraiment très décontracte sur le sujet. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu particulier. Et lui, pareil, très caricatural en fait, un petit peu dans son genre. Mais au moins, l'histoire s'étale sur une longue période, ce qui fait que ça reste assez convaincant. Après, leurs histoires sont encore vraiment très particulières. On est sur des gens qui ont quand même des histoires de vie qui sont assez dures, donc ça c'est assez intéressant, on nous l'explique plutôt bien. Mais voilà, je trouve que ça tourne un petit peu trop autour du sexe. Ça me freine un petit peu, je trouvais que c'était un petit peu trop quoi. Donc celui-là a un demi-teinte, hein, vraiment demi-teinte par rapport au premier. Je l'ai trouvé un peu moins convaincant. Je sais plus combien il y en a des tomes, mais j'en ai encore moins un ou deux. Donc je lirai les suivants et je verrai si jamais c'est de plus en plus ou si ça va, ça se calme, ça dépend des histoires on va dire. Mais voilà, pour moi, coup-ci coup-ça quoi. Ensuite j'ai écouté en lecture audio The Spanish Love Deception. Alors là vous allez vous dire vraiment c'était le mois de la romance pour moi, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. En tout cas au début, j'ai écouté The Spanish Love Deception. Je l'ai pas mal vu sur les réseaux littéraires, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai plutôt bien aimé, je trouve que là c'était assez sympa, c'était très frais, ça s'écoutait très bien. C'est assez long quand même, parce que je pense qu'il y a bien 15 heures. Donc un peu long, mais en même temps c'était très sympa. Par contre là pour le coup je trouve qu'ils vont très très vite. Hein. C'est-à-dire que, alors je vais vous dire l'histoire peut-être plutôt avant. On y suit Lina qui est espagnole et qui a quitté du coup l'Espagne pour venir vivre aux États-Unis et pour avoir une situation professionnelle aux États-Unis. Elle est donc responsable dans de l'ingénierie, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Et elle ne s'entend pas très bien avec son collègue Aaron. Elle le kiffe pas trop, vraiment, elle a un petit peu du mal parce que dès le début, il a pas voulu collaborer avec elle et donc elle l'a très mal pris. Et elle va devoir retourner en Espagne pour assister au mariage de sa sœur. Jusqu'ici tout va bien. Sauf que sa sœur se marie avec le frère de son ex. Ex à cause duquel elle a quitté l'Espagne. Donc ça s'est pas très bien passé à la fin. Et elle, en fait, elle a fait croire qu'elle avait également quelqu'un dans sa vie, puisque cet ex est fiancé. Donc elle a dit, non, moi je veux pas être la paumée de la famille, je veux pas être celle qui fait pitié à tout le monde, donc je vais faire genre, j'ai un compagnon. Ok, très bien. Sauf que, une semaine avant le mariage, elle s'est dit, waouh, je fais comment en fait, j'emmène qui? Parce qu'au final, j'ai trouvé personne. Et Aaron, dans sa grande bienveillance, dans sa grande bonté, va lui proposer en fait de jouer le rôle de son petit ami et de la suivre pour l'accompagner au mariage de sa sœur. Alors au tout début, elle dit non, moi je veux pas, mais de fil en aiguille, elle va bien être obligée d'accepter. Et voilà, avec cette trope de fake dating et forcément aussi une trope de proximité forcée, hein, ils vont tomber amoureux. Ils y vont pour le mariage, hein, donc ils y vont genre 3 jours je pense. Waouh, il s'en passe des choses en 3 jours, c'est dingue. Là par contre c'est vrai que ça va vite, hein, c'est-à-dire que comme ils doivent tomber amoureux en 3 jours, déjà en 24 heures, il se passe déjà beaucoup trop de choses en fait. En 24 heures déjà c'est beaucoup trop condensé, il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de sentiments. Pour 24 heures, je trouve, parce que c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Si jamais ils venaient juste de se rencontrer et qu'on voulait avoir justement ce côté coup de foudre, pourquoi pas? Mais là, comme ils se connaissent déjà, ils ont déjà parlé entre eux, etc., c'est vrai que je trouve que là, les 24 heures, elles sont très rapides. Ouais, c'est trop rapide même pour moi. Oui, et donc, comme je vous disais, il s'apprécie pas tellement au tout début. Et je trouve que ce côté enemies to lovers, c'est pareil, il est pas hyper bien amené. Enfin, on comprend que c'est parce qu'il a eu une réflexion qui n'est pas passée auprès de Lina. Sauf que, c'est un peu... Enfin, elle en fait trop, quoi. Je veux dire, il s'est passé une chose et ça fait 2 ans, du coup, qu'elle croit qu'ils sont ennemis. Enfin, je trouve que c'est un peu dans sa tête qu'ils sont ennemis. Et que c'est un peu exagéré. On veut nous faire un ennemi to lovers, mais c'est un faux ennemi, quoi. Ah, il y a également du smut dedans. Il y a également du smut dedans. Et moi, j'ai un petit peu de mal parce que c'est pareil, c'était un petit peu cru, je trouve.
Mais il y a beaucoup moins de scènes, hein, par contre, que dans la saga Off Campus. Là, au moins, il y a quand même des scènes où la tension monte sans qu'ils aillent trop loin, etc. Ça, j'aime bien, en fait, moi, ce genre de scène où on voit que ça se cherche, mais il conclut pas direct, quoi. Moi, c'est vrai que j'aime bien ce genre de scène. Et là, il y en a pas mal, et là, c'est plutôt bien amené. Par contre, au moment du smut, il y a des choses, moi j'ai du mal, et notamment quand le protagoniste masculin nous sort des phrases genre je vais te baiser bébé. Vraiment, je peux pas. Ah, je trouve ça cringe, en fait, je suis gênée, ça me gêne. Et voilà, donc, alors je sais pas si c'est la traduction, je sais pas si ça passe mieux en anglais. Faudrait que je regarde, tiens d'ailleurs, comment c'est écrit en anglais, mais là, c'est pas possible pour moi. Enfin, en français, c'est beauf, hein. Moi, je trouve ça beauf. Après, goût et les couleurs, hein, mais en tout cas, moi, j'ai pas trop apprécié ce genre de commentaires, on va dire, qui nous sort régulièrement pendant des scènes explicites. Je trouve que les personnages sont pas non plus ultra exploités, on va dire, à leur juste valeur. Vu qu'il y a quand même 15 heures d'écoute, je trouve qu'on aurait un petit peu plus davantage parlé, on va dire, de leur ressenti, de tout ça, en fait. Je trouve que c'est pas suffisamment bien exploité, il n'y a pas suffisamment de détails sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils vivent, sur tout ça. Je trouve qu'on aurait pu faire un petit peu plus à ce niveau-là. Et Aaron est un cliché, je trouve. Bon, le mec, il est beau, il est riche, il est musclé, en plus il est limite célèbre. Enfin, je veux dire, à un moment, faut s'arrêter, quoi. C'est un peu trop, quoi. Moi, j'aime bien quand même quand il y a un petit peu de faille. Ouais, qu'il est pas parfait, quoi. Qu'il paraît un petit peu plus réel. Parce qu'alors là, un mec comme ça, excuse-moi, mais ça court pas les rues et il est pas célibataire en règle générale. Hein. Ouais, en tout cas, il est pas à tes pieds à attendre que tu daignes t'intéresser un minimum à lui. Voilà, ça n'existe pas. Excusez-moi, mais ça n'existe pas. Donc, je trouvais que c'était un petit peu caricatural. Et par contre, il y a quand même des scènes assez drôles. Je trouve qu'il y avait un petit peu d'humour dedans et ça m'a plu. Voilà. En tout cas, pour ce livre-là, donc The Spanish Love Deception, est-ce que je l'ai dit, c'est de Helena Armas. En tout cas, je vous aurais mis la pochette ici. La pochette, c'est pas un DVD. Je vous aurais mis la couverture ici. Mais c'est de Helena Armas. Ensuite, j'ai écouté Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden aux éditions... J'ai lu ? Ouais, aux éditions J'ai lu. Alors, donc c'est le tome 2 de La femme de ménage. Donc je vais pas faire un résumé du tome 2. En tout cas, dans le tome 1, on y suit Millie, qui vient juste de sortir de prison. Elle y a passé 10 ans. Il faut quand même qu'elle arrive à joindre les deux bouts. Donc elle se cherche un emploi et elle va être engagée pour devenir femme de ménage dans la maison des... Je crois que c'était les Winchester, si je me trompe pas. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il se passe pas mal de choses dans cette maison. Elle est logée justement dans cette maison, dans le grenier, vraiment dans une toute petite chambre de bonne, comparée au grand manoir. Et en fait, elle va s'occuper d'eux et elle va se rendre compte que leurs comportements sont quand même très étranges. Et je vous en dis pas plus. En tout cas, on commence le livre avec une scène de crime où on sait que quelqu'un est mort, mais on ne sait pas qui. On ne sait pas comment et on ne sait pas par qui il a été tué. Et donc c'est un thriller. Donc là on est dans le tome 2, donc on est dans la suite. Je vais pas vous faire un résumé, mais on va voir la continuité, tout ça. Alors je trouve que l'intrigue est toujours assez prenante. C'est vrai qu'on est toujours happé dedans. L'écriture est vraiment très addictive. Même en lecture audio, l'interprète elle est très bien. Donc c'est vrai que ça s'écoute très facilement. On est vraiment pris dedans. On a envie d'avoir la suite. L'intrigue est quand même assez palpitante. Et à chaque fois elle nous met des petites miettes de pain tout au long en fait du roman pour qu'à la fin on refasse en fait tous les rapprochements de ce qu'on a eu depuis le début. Et ça c'est vrai que j'aime beaucoup, même si je trouve que dans ce tome 2 c'est un petit peu plus faible que dans le tome 1. C'est un petit peu plus prévisible, il y a moins en fait d'indices de ce genre. Mais j'ai quand même trouvé ça très bien. Il est un chouille plus court, mais moi il m'a paru moins dense dans l'intrigue parce que ça parle beaucoup plus de relations amoureuses, ce qui, j'ai trouvé, n'était pas totalement pertinent, enfin m'intéressait pas non plus au plus haut point par rapport à l'intrigue en fait de l'histoire. Donc c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai moins aimé que le premier vraiment je l'ai trouvé beaucoup mieux, mais c'était quand même une bonne lecture, c'était quand même sympathique et je regrette pas d'avoir lu ce tome 2 parce que je ne savais pas à la fin du tome 1 si vraiment ça valait le coup de lire le tome 2 et je regrette pas et je lirai quand même la suite. Alors j'attends parce que il va y avoir une petite nouvelle en fait qui va sortir sur Nextory le 21 mai si je me trompe pas, donc là je suis en train d'attendre en fait d'avoir celui-là pour pouvoir ensuite écouter le vrai troisième tome, parce que là il va y avoir un tome 2.5, c'est La femme de ménage se marie si je me trompe pas, et ensuite j'aurai encore le tome 3, mais je pense continuer en fait cette série puisque voilà, le tome 2 m'a plutôt bien convaincue, même si voilà, je le trouve un petit peu plus faible que le tome 1. Ensuite, j'ai fini Harry Potter et la coupe de feu
de J.K. Rowling. Alors là, c'est aux éditions Folio Junior. Donc je l'avais commencé en février. Oui, c'est ça, j'avais commencé en février, je l'avais mis en pause en mars pour le Cozy Book Challenge, je vous remets les vidéos ici. Je l'ai terminé du coup ce mois-ci, il me restait 300 pages je pense, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des personnages en plus, on en apprend beaucoup plus en fait sur la personnalité de nos protagonistes principaux, notamment Harry. Je trouve que dans les films, il paraît un petit peu lisse, vraiment c'est l'élu et tout le monde l'aime, etc. Et donc il paraît très appréciable sans avoir vraiment de défauts. Alors que dans ce livre, on se rend compte quand même qu'il est assez égoïste, assez ambitieux et assez individualiste en fait, hein, quand même, je trouve. Alors il n'est pas non plus exécrable, hein, mais il a ces petites caractéristiques dans sa personnalité qui fait que c'est plus nuancé, que c'est plus intéressant en fait dans le livre, je trouve, que dans le film. Pareil pour Hermione, elle a tout un arc narratif avec les elfes de maison qui est quand même vachement intéressant et qui a totalement été squeezé en fait dans le film. Alors on comprend pourquoi ils pouvaient pas faire un film très très long parce qu'il y a quand même 700 voire 800 pages, je crois, un truc comme ça. Voilà, 750 pages. Donc on peut pas tout mettre non plus, hein, forcément. Mais c'est vrai que ça rajoute quand même pas mal de choses dans ce récit, ce qui fait que c'était très intéressant à lire et que les épreuves en fait prennent pas tant de place que ça. Là où dans les films on voit bien toutes les épreuves, elles sont vraiment bien décrites, elles sont bien détaillées, ça prend du temps en fait, hein, dans notre film. Là c'est vrai que je trouve les épreuves elles passent assez rapidement mine de rien, c'est tout le tour qui est plus intéressant, c'est tout le reste qu'on nous explique en fait davantage et qui est beaucoup plus intéressant à lire. Là j'en suis au 4e, je le découvre au fur et à mesure, c'est pas une relecture, hein, c'est vraiment une première lecture. Des 4 premiers tomes, je trouve que c'est peut-être celui-ci qui est le plus différent du film, où il y a le plus de choses complémentaires, où on apprend le plus de choses par rapport au film, où on découvre en fait pas mal de choses, c'est celui qui est le plus intéressant. Honnêtement, si vous avez jamais lu les Harry Potter, lire le 1 et le 2, si vous les connaissez bien, hein, les films 1 et 2, vraiment, c'est très très similaire. Il se passe vraiment pas grand chose de différent, il y a quelques petites subtilités, mais vraiment l'histoire est la même dans le film et dans le livre. Dans le 3, il commence à y avoir un petit peu de différence, un petit peu de précision dans le livre qu'il n'y a pas dans le film. Dans le 4, je trouve que par contre là, il y a plus de différence. En tout cas, de mon avis. Ah, ensuite, mon abandon. Alors, je vous ai expliqué dans les sagas que j'ai abandonné, puisque c'est une saga. Donc dans la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous la remets ici. Je suis partie avec mon compagnon, on a fait 1 heure de route pour aller voir un concert de musique de film. Et sur la route, mon compagnon a voulu qu'on écoute un livre audio ensemble, donc pas de souci. Et lui aime énormément la fantasy, il aime quand il y a des guerriers, quand il y a de la guerre, quand ça se combat, quand il y a de la fantasy, de l'épique, de la quête. Et donc il décide de me mettre le roi de la guerre et du sang, en se disant, bah, clairement c'est tout ce que j'aime quoi. Ouais, c'était pas tout ce qu'il aime. Donc c'est une romantasy érotique. Je pense hein, qu'il faut le dire quand même, mine de rien, parce que si vous vous attendez à une romantasy où il n'y a pas forcément de smut, parce que ça existe, bah celle-là c'est pas du tout ça. Hein. Nous avons écouté, je pense, 2 heures, peut-être un tout petit peu plus, et de ce que je peux vous dire de ces 2 heures, nous suivons Isolde, qui est une princesse d'un royaume humain, et qui va signer un accord de reddition auprès du royaume du sang, qui est dirigé par le roi du sang qui s'appelle Adrian. Isolde, la veille de cet accord, va se balader dans la forêt, elle va en faire qu'à sa tête parce que c'est une rebelle. Elle va se balader et elle va rencontrer un vampire. Ça va se passer d'une manière assez particulière puisque elle va nous décrire en long, en large et en travers comment elle a été tout émoustillée par cette rencontre. Et il s'avère que le lendemain, quand ils font l'accord de reddition, elle découvre que ce vampire qu'elle a rencontré par hasard n'est autre que le roi Adrien, donc le roi des vampires, avec lequel son père va signer l'accord de reddition. Sauf que le vampire, au dernier moment, il dit « Moi, je veux bien signer votre accord, pas de problème, je vais protéger les humains. Par contre, je veux l'épouser elle. Ah, je me sacrifie !» Mais elle dit « Attention, je me sacrifie, mais c'est pour me rapprocher de lui, pour pouvoir le tuer. » Bien sûr, Isolde, bien sûr. Parce que, juste entre nous, en 20 minutes, juste le moment où tu l'as rencontré, t'étais déjà on fire et tu voulais déjà te le taper. Donc excuse-moi de pas trop te croire. Enfin, j'ai pas trop aimé ce début de lecture en tout cas, parce que je trouve que pareil, il était très porté sur le smut. L'histoire était assez creuse, c'était assez superficiel. Elle nous raconte en fait que de la romance.
Et j'ai vu un commentaire sur Goodreads qui résume vachement bien ce que je pense. I prefer some plot with my smut. Et c'est à peu près ça, c'est-à-dire que je voudrais un tout petit peu d'intrigue avec mes scènes explicites s'il vous plaît. Et c'est ça, clairement. Je trouve que vraiment il n'y a pas trop... Ça m'a pas plu. Alors, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, c'est de Scarlett Sinclair, celle qui a fait Hades et Perséphone. Alors j'ai jamais lu Hades et Perséphone, ça m'a pas tellement donné envie de le lire. Est-ce que c'est comme ça également? Enfin, est-ce que c'est très superficiel, on va dire, sur l'univers, mais que par contre, le côté très tension sexuelle est vraiment très exacerbé? Dites-le moi, parce que là c'est ce qui m'a un petit peu déplu, c'est que généralement j'aime bien quand même qu'on s'attache au personnage, qu'on découvre l'univers, qu'on soit bien installé avant de voir une romance se développer, et j'aime bien que ma romance elle soit vraiment sur les sentiments plus que directement sur de l'attirance sexuelle pure et dure. Voilà ce que j'en pense, mais en tout cas apparemment ça a plutôt bien plu parce qu'il y a déjà un tome 2. Le tome 2, je l'ai vu dans le petit village du coin où il y a une seule librairie. Je l'ai vu en vitrine, donc je me dis que ça doit quand même normalement bien se vendre. Pour que ce soit en vitrine, c'est qu'il doit y avoir quand même un engouement autour. Donc j'ai pas trop compris parce que moi vraiment, je suis passée totalement à côté. J'ai pas du tout apprécié en fait le début de cette lecture. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai écouté un livre audio, vu que celui-là ça l'a pas fait. Je suis passée au tome 2 de Spanish Love Deception, donc avec The American Roommate Experiment, toujours de Helena Armas aux éditions, je crois que c'est J'ai lu, il me semble, mais je vous mettrai de toute façon la couverture ici. Alors là c'est un tome compagnon, donc on y suit un couple avec un des protagonistes qu'on a déjà vu dans le premier, et notamment là c'est Rosie, la meilleure amie de Lina. Donc Rosie elle habite à New York. Elle a décidé de quitter son boulot pour se mettre à écrire des livres romantiques. Et elle a un petit problème avec son appartement. Donc elle va squatter l'appartement de Lina pendant qu'elle est en lune de miel. Sauf que le premier soir où elle arrive dans l'appartement, quelqu'un essaye de s'introduire dans l'appartement. Alors elle ne comprend pas, mais il s'avère que c'est Lucas, le cousin espagnol de Lina, qui vient en fait squatter également son appartement puisqu'il est de visite à New York. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Rosie a un énorme crush sur ce cousin, elle le suit sur Instagram, elle le stalk même sur Instagram, donc quand elle le voit, elle sait pas trop comment réagir, hein. C'est un appartement tout à fait modeste, ce qui fait qu'il y a juste une salle de bain, mais autrement c'est une seule pièce avec un seul lit. Ce qui fait que au tout début, ils vont un petit peu avoir du mal à savoir comment est-ce qu'ils vont faire. Rosie, elle lui dit directement, bah je vais rentrer chez moi, sauf que quand ils vont voir l'état de l'appartement, il lui dit non mais tu vas pas rentrer chez toi sachant qu'il y a un énorme trou dans le plafond. Donc non, on va partager l'appartement, il n'y a pas de problème. Donc ils décident de partager l'appartement. Elle, en attendant, bah, je vous l'ai dit, elle veut devenir autrice de romans d'amour. Sauf que là, elle a le syndrome de la page blanche pour son deuxième roman. Donc elle en parle à Lina qui lui dit bah en fait tu devrais peut-être te remettre en selle, tu devrais peut-être rencontrer de nouvelles personnes et en ayant justement toi-même une histoire d'amour ou même juste un petit crush comme ça, tu vas pouvoir peut-être te débloquer et pouvoir écrire. Donc elle en parle un petit peu notamment à Lucas et il lui dit bah moi pas de problème, je veux bien être ton cobaye. D'accord? Donc ils vont faire des rendez-vous comme ça, des genres de faux rendez-vous qu'il va organiser pour pouvoir essayer de la sortir en fait de ce syndrome de la page blanche. Bon bah ils vont se développer des sentiments entre eux. Alors j'ai trouvé que ce roman, au niveau de la temporalité, déjà était bien mieux fait, puisque là, cette fois-ci, ils prennent le temps de tomber amoureux, on y croit, ça se développe. Ils sont un petit peu moins parfaits que dans le premier tome également. Lucas, il a un peu plus de failles, notamment. Rosie, elle est quand même parfaite, hein, faut arrêter, voilà. Je trouve que les personnages sont un peu moins caricaturaux, même si... ils sont quand même hors normes. En tout cas, l'intrigue prend plus son temps, les personnages, je trouve, sont un petit peu plus travaillés que dans le premier tome, mais ça reste toujours mignon. Je trouve que leur romance à eux est encore plus mignonne que dans le premier tome. Par contre, encore plus de scènes de smut, et les scènes de smut, je les trouve pas du tout mignonnes pour le coup. Là où je vous l'ai dit, on avait des petites scènes de tension qui étaient assez sympas, qui étaient bien amenées, tout ça, là je trouve que moins. C'est un peu plus cru quoi, et ça m'a un peu moins plu, voilà. Par contre, contrairement à Ron, il l'appelle pas bébé, et ça
Ça, c'est un plus. En tout cas, j'ai aimé les 2 tomes, mais pour différentes raisons, je dirais. Ah ouais, par contre, oh waouh, j'allais dire, oui, par contre, la communication chez eux, c'est dingue. Hein. Elle a des visières, elle est un peu en mode, ah non, mais de toute façon, il m'aime pas. C'est pas possible, il m'aime pas. Ah bah oui, mais il me fait des cadeaux, il me fait ceci, il me fait cela, mais il m'aime pas, hein. Non mais meuf, à un moment, genre, ouvre les yeux, quoi. Elle avait du mal à ouvrir les yeux, et des fois, on a envie un petit peu de la secouer, je trouve. Mais autrement, c'était très sympa, j'ai bien aimé cette lecture. Et pour finir, le dernier, j'ai lu Phobos, le tome 3, donc il fait partie de tellement de piles à lire chez moi, puisqu'il fait partie des livres que je dois lire dans l'année 2025, je vous mets la vidéo ici, et il fait également partie de ma pile à lire du printemps, je vous mets la vidéo ici. Bon, c'est la roue qui l'a choisi, hein. C'est pas moi qui l'ai choisi 50 fois. Alors, c'était bien, et en même temps... Donc, je m'explique. Donc, je vous explique un petit peu. Donc, dans la saga Phobos, nous sommes dans une dystopie où nous allons suivre 12 pionniers, donc 12 jeunes adultes de 16-18 ans dans ces eaux-là, qui vont être envoyés sur Mars. Sauf qu'ils vont pas être envoyés n'importe comment, puisqu'ils vont devoir faire des speed dating. Donc, il y a 6 hommes et 6 femmes. Et ils vont devoir faire des speed dating tout le long, en fait, de leur ascension jusqu'à Mars pour pouvoir trouver leur âme sœur, pour pouvoir choisir en fait parmi les 6 de l'autre genre pour se marier avec et pour commencer à coloniser Mars et à faire des bébés sur Mars. Voilà, c'est à peu près ça le speech. Sauf que, vous vous doutez bien, ça va pas se passer comme prévu. Et notamment, les personnes qui les ont envoyés sur Mars ne les ont pas prévenus, mais la planète n'est pas tellement viable. Il y a des petits soucis, hein. Donc, on les a un petit peu envoyés, un petit peu à la mort, quoi, concrètement. Alors, justement, j'avais trouvé que dans le tome 1, c'était dit beaucoup trop rapidement, ce danger. Tout était trop exposé, ce qui fait que j'avais pas ce côté intrigue, j'avais pas ce côté palpitant. Je savais à quoi m'attendre et j'ai lu tout le tome 1 en sachant exactement ce qui allait se passer, ce qui fait que c'était moins happant. Faut savoir aussi que dans cette saga, on va avoir différents points de vue, c'est-à-dire qu'on va avoir le point de vue des pionniers, on va avoir le point de vue sur Terre, on va avoir la chaîne, parce que c'est une chaîne de télé-réalité, tout est filmé, tout est retransmis sur la planète Terre, donc on va avoir la transmission, ce qu'on voit sur la chaîne Genesis, justement. On va avoir le point de vue de la présidente de cette chaîne, donc de celle qui les a envoyés là-bas en fait. On va avoir plein de points de vue comme ça, et c'est vrai que moi, le point de vue des pionniers, donc le point de vue de ce qui se passe sur Mars m'intéresse énormément. Par contre, il y a plein d'autres points de vue où je trouve que on rame, il se passe pas grand chose, c'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait que des fois, c'était un petit peu long. En tout cas, ça a été le cas pour moi pour le tome 1, le tome 2. Et alors, le tome origine, c'était un petit peu particulier, puisque le tome origine, on revient sur les origines des garçons, puisqu'on les voit un petit peu moins, vu que là, on a toujours le point de vue de Léonore, une des pionnières, et notamment la pionnière française. Et donc dans Origine, on a beaucoup plus de visibilité sur la vie des garçons avant d'être envoyés justement sur Mars. Et j'ai trouvé que leur vie était quand même trop grandiose en fait. C'était c'est trop spectaculaire pour moi et ça manque pareil de réalisme, je trouve. C'est pas possible que les 6 garçons aient tous une vie genre... Voilà, ils ont tous tout vécu, quoi. À eux 6, vraiment, ils ont tout vécu. Ce qui fait que, voilà, ça me sort un petit peu du truc, je trouve que c'est un peu trop. Et alors ce tome 3 m'a un petit peu réconciliée avec ça, puisque le tome 3, je l'ai trouvé moins prévisible. Quand je l'ai lu, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Par contre, il y a certaines intrigues qui se passent. J'ai un peu soufflé, j'ai un peu levé les yeux au ciel. Je trouve qu'il y a certains passages qui, étaient un peu trop prévisibles, encore une fois, pour moi. Ou alors étaient un peu trop exposés. J'aurais bien aimé le découvrir autrement, ça m'aurait un peu plus tenu en haleine. Parce que là, ça fait un peu le soufflet qui retombe, je trouve. Par contre, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, donc je peux pas trop vous en dire, donc c'est un peu flou ce que je raconte, je suis désolée. Mais il y a d'autres choses qui se sont passées, où là, par contre... je m'y attendais pas, ça m'a surpris et ça m'a pas mal plongé dedans. J'avoue que la première moitié du livre, j'ai été quand même pas mal happée dedans, ça m'a pas mal plu. Il y a eu tout un ventre mou au milieu où là, comme je vous disais, tous les autres points de vue, ils s'enchaînaient et on en avait plein et il se passait rien sur
la vie en fait des pionniers sur Mars, et donc là c'était un peu moins intéressant de mon point de vue. Et par contre la fin a été pas trop mal, donc je pense que je vais finir cette saga, je vais lire quand même le tome 4. Je vous avais dit que le tome 3 allait être décisif pour me convaincre ou pas de finir en fait cette saga. Il me reste qu'un seul tome, donc je vais le finir. Même si voilà, La Plume, je suis toujours pas ultra convaincue. J'ai d'autres livres de Victor Dixon que j'essaierai de lire et je vous dirai si jamais c'est vraiment La Plume ou si c'était juste dans cette saga-là où ça m'a pas plus plu que ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas été non plus transcendée par cette plume, par la manière dont est gérée en fait toute l'intrigue, la manière dont on nous apprend en fait les différents éléments de l'intrigue au fur et à mesure. C'est pas ce qui me convient le plus. Je dirais que c'est celui que j'ai le plus aimé, en tout cas, lire. Je dirais lire parce que je pense que si on reste sur du factuel, si on reste sur l'histoire, je préfère l'histoire du 1. Mais le 1, je vous dis, quand j'ai commencé à le lire, je savais déjà tout ce qui allait se passer. Je trouve que c'était assez facile de deviner quel couple allait finir ensemble, etc., ce qui allait se passer. Je trouve que tout était très prévisible. Donc le 1, pour ça, c'est ce que j'ai moins aimé, même si, encore une fois, moi ce que je préfère c'est les tomes 1, parce qu'on nous explique l'univers, on nous explique la situation, c'est là où il y a le plus, je trouve, d'éléments qui sont assez sympas. Mais en tout cas j'ai préféré la lecture du 3 parce que là j'ai été un peu plus dedans. Voilà pour ça. On en a terminé avec les livres que j'ai lus ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ces livres-là et surtout de celui que j'ai abandonné. Hein. Dites-moi surtout si vous l'avez lu, si vous avez un petit peu regardé ce que vous en avez pensé, ou même d'Hadès et Perséphone, puisque c'est la même autrice. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rejoindre la communauté des petits hobbits. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits joufflus!